La Fédération de Russie est récemment attaquée de tous les côtés, bien sûr sur le front militaire, mais en particulier par des sabotages ukrainiens. 2 chasseurs russes ont pris feu. Cette affaire comporte pas mal de réserves. Mais l'Ukraine est allée directement jusqu'à un aérodrome de la Fédération de Russie, mais pas précisément avec des drones. Tout cela, bien sûr, répond à des faits très concrets qui se produisent sur le front ukrainien. L'Ukraine, semble-t-il, a attaqué un aérodrome de la Fédération de Russie, y menant un acte de sabotage. Et ce n'est pas tout. Ce que nous voyons, c'est pratiquement la destruction publique de 2 chasseurs de la Fédération de Russie. Ce qui s'est passé comporte de nombreux points à nuancer et nous allons maintenant les analyser en détail. Et bien sûr, nous allons aussi revenir sur l'actualité du champ de bataille qui précède ces événements. Quoi qu'il en soit, vous les voyez en train de brûler, n'est-ce pas? C'est le travail des drones ukrainiens. Ce qui est encore bien plus grave, si possible, surtout si l'on parle de l'effet médiatique. C'est précisément ce que recherche actuellement le régime de Kiev. J'espère que c'est très clair, c'est en premier et en dernier lieu l'effet médiatique. Avec l'assassinat du lieutenant-général, oui, et avec ses actions de sabotage. Le service de contre-espionnage du ministère de la Défense de l'Ukraine publie des images d'un autre exemple révélateur du niveau de sécurité dans les aérodromes militaires russes. De plus, cela est écrit par une source parfois assez critique envers la Fédération de Russie. Sur les images, certaines personnes non identifiées se déplacent librement sur l'aérodrome de Lipetsk. 2, selon ce qui est indiqué, et en même temps, ils montent dans les cockpits des avions et mettent le feu à un ou plusieurs chasseurs. Selon le service de contre-espionnage du ministère de la Défense de l'Ukraine, un Sukhoi 27 avec le numéro d'immatriculation 12 rouge et un Su-30 avec le numéro d'immatriculation 82 rouge ont été endommagés. Il n'est pas possible de déterminer le niveau de dommages causés aux avions, mais d'après l'expérience d'incendies similaires dans le passé, les dégâts sont insignifiants. Et en ce qui concerne le Su-27, il a été retiré du service en 2014. C'est-à-dire que les images que nous voyons sur nos écrans sont effectivement très marquantes en termes de conséquences médiatiques, mais voici ce que nous devrions comprendre. Aussi, l'aigle noir officiel le souligne d'une manière assez juste. En termes réels, c'est-à-dire en termes de dommages réels causés aux avions, c'est effectivement purement de la fumée de les incendier. Eh bien, ça ne va pas changer grand-chose, surtout si l'on tient compte du fait que l'un des avions, je le répète, en particulier le Su-27, n'effectuait déjà plus beaucoup de vols depuis 2014 et était pratiquement mis hors service. Cependant, le niveau de protection de l'aérodrome est tel que les intrus ont non seulement réussi à y pénétrer, ce qui me semble personnellement extrêmement grave, mais ils ont aussi eu suffisamment de temps pour s'asseoir dans le cockpit, essayer de mettre le feu aux avions et s'enfuir avec les caméras en filmant en plus les incidents en question. C'est-à-dire que nous parlons effectivement d'actes sans précédent réalisés par les services de renseignement ukrainiens dans le seul but médiatique de viser la Fédération de Russie, très probablement pour se défendre. Je dirais qu'ils ne prenaient pas vraiment soin des avions, parce que, eh bien, il semble qu'au moins l'un d'eux était à peine plus qu'une épave. Le deuxième, j'imagine que la Russie s'en occuperait pour des raisons similaires, eh bien, essentiellement de la même manière. Mais il y a aussi les effets médiatiques, et là, il faut mettre un petit point négatif à la Russie, ce petit point de dire « franchement ». Il faut aussi tenter de gagner la guerre médiatique, sinon c'est l'ennemi qui la remportera. Et des faits comme celui-ci servent à l'Ukraine, et il faut en être bien conscient, pas seulement pour vendre. Une soi-disant victoire sur la Fédération de Russie, qui, tu vois, en réalité c'est n'importe quoi. Ce n'est ni une victoire ni rien du tout. Mais ajouté à ce qui est arrivé au lieutenant-général, eh bien effectivement, on dirait vraiment la fin du monde en une seule journée. La Russie, franchement, laisse passer ces 2 énormes buts en termes de renseignement militaire en Ukraine. Ils vont essayer de présenter cela comme une grande victoire. Et plus la victoire pourra sembler grande,
À cause de ces actes menés par le contre-espionnage ukrainien, sans aucun doute, encore plus de jeunes Ukrainiens, et même ceux qui ne sont plus si jeunes, iront au front, entraînés dans cette éternelle machine à broyer de la chair servant littéralement de chair à canon. C'est-à-dire que le conflit ukrainien en sortira renforcé et que l'Occident collectif aura encore plus envie de continuer à subventionner cette guerre qui aurait dû se terminer depuis bien longtemps. Autrement dit, ces actes, d'un point de vue médiatique, sont effectivement très importants et ont des conséquences assez graves. Il faut comprendre qu'il est impossible de défendre tous les aérodromes, donc la Russie ne peut pas protéger tous les objectifs clés. La Russie est le plus grand pays du monde, elle en a énormément. Ça me fait aussi vraiment chier. Excusez-moi pour la franchise sur ce sujet. Quand des gens, souvent des trolls ukrainiens, viennent sur la chaîne dire « Papa, mais comment ?» Comment, lors de l'affaire du Koursk? Mais pourquoi n'y va-t-il pas s'il ne défend pas sa frontière? Bon sang, prends un fusil et va à la frontière, va surveiller l'aérodrome en question. Autrement dit, depuis le canapé. Il est facile de dire que la Russie doit placer un soldat ici, là, partout, même au fin fond de l'Ukraine. Il faut en envoyer 200 ou 300 chaque jour et pratiquement à chaque heure. Mais la ressource humaine est limitée, donc il faut effectivement faire des choix et essayer de les répartir avec un certain sérieux. Cela n'enlève rien au fait que ces faits existent bel et bien. Ils nuisent à l'image de la Fédération de Russie, ils affectent le ressenti de la population. Mais je vous dis aussi qu'il faut garder cela bien à l'esprit. Et cela, je le dis surtout à ceux qui se considèrent comme des amoureux de la Russie, des amis de la Fédération de Russie et qui ont clairement pris parti pour la Fédération de Russie. Dans ce conflit, la Russie, effectivement, à plus d'une reprise, commettra non seulement des erreurs, mais aussi des actes qu'on ne pourra pas suffisamment défendre. Elle ne peut pas placer quelques dizaines de militaires à chaque point. Malheureusement, il se produit des événements comme ceux des chasseurs, il se produit des événements comme ceux du lieutenant général. L'important ici est de rester constant et de comprendre que cela est dû au fait que l'ennemi de la Russie est de plus en plus désespéré. Ce sont les derniers soubresauts d'un régime qui, je le sais avec certitude, a déjà perdu. Il n'a pas tout perdu, mais presque. Et c'est ici que nous arrivons au point clé d'aujourd'hui, pour lesquels l'Ukraine réalise les actions que nous venons de voir au début de ce direct. D'un côté, nous avons Bochansk, qui a récemment été libéré par les forces armées de la Fédération de Russie, ainsi qu'une nouvelle acquisition territoriale, la région de Bochansk. Bochansk, le matin du 22 décembre, s'est réveillé avec une nouvelle zone, un nouveau territoire, qui est la localité de Vilcha. La Fédération de Russie n'avait pas encore terminé de prendre Bochansk et pratiquement en quelques semaines seulement. Les événements sur le front ont déjà commencé à changer au cours des 2 derniers jours. Ainsi, aujourd'hui, la nouvelle est arrivée que dans la direction même de Bochansk, où nous annoncions récemment la prise de la localité en question, les unités de la Fédération de Russie avaient complètement libéré la localité de Vilcha. C'est un village assez petit, attention, mais absolument fondamental pour s'approcher d'un autre point que vous voyez d'ailleurs sur la carte. Un peu plus au sud, et qui est absolument clé, c'est la localité de Belialoyets, qui se traduit du russe par Puits Blanc, c'est celle-ci. Oui, en effet, un assez grand village. À partir de là, effectivement, on peut croiser les doigts et avancer plus loin en direction de Kharkov. C'est-à-dire, Vilcha comparé à Bochansk, comparé à Belialoyets, semble ne pas avoir d'importance, cependant, c'est la porte d'entrée de la Russie. Qu'ils s'enfoncent de plus en plus et prennent en fait cette même localité de Belialoyets, qui est effectivement beaucoup plus grande. Et pas seulement cela, ce qui se passe à Vilcha ne représente absolument rien si l'on lit le reste de ce qui se passe en ce moment sur le champ de bataille. Parce que maintenant, l'Ukraine enterre là-bas ses meilleurs hommes de façon absolument méthodique et nous allons le voir tout de suite. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de la direction de Kharkiv, cela concerne toutes et chacune des directions du front. Ici, que personne ne se trompe absolument.
La Russie avance et elle le fait d'un pas ferme. Et ici, nous avons la surprise de ces dernières semaines, la direction de Zaporijia, où pratiquement personne ne s'attendait à des avancées aussi rapides de la part de la Fédération de Russie. Voilà Goulaï-Polev. En ce moment même, des informations arrivent selon lesquelles la Russie contrôle une quantité énorme de territoire à l'intérieur de cette localité. Il semble que la bataille pour Goulaï-Polev entre dans une phase décisive. Il n'y a pas longtemps, il y a à peine 1 ou 2 directs, allons-y. Il y a un peu plus de 24 heures, nous annoncions ici que la Russie contrôlait à peu près la moitié de la localité en question. Vostok, qui est le corps de la Fédération de Russie présent sur ce front, commence à encercler la ville par le flanc nord, tout en maintenant la pression active depuis le sud-est. Si tout se passe comme prévu, la seule issue de la ville pour les forces armées ukrainiennes sera une seule rue, la rue Shevchenko, qui est en plus complètement sous le feu des forces armées de la Fédération de Russie. Et tout cela se passe alors que le régime ukrainien continue encore d'essayer de donner ses derniers soubresauts dans d'autres localités, des localités du front. Et ici, nous l'avons en particulier. Il y a en fait même une vidéo d'un Abrams, le premier de son genre dans ce contexte, qui vient tout juste d'arriver sur le front ukrainien. Et à peine arrivé, il a été immédiatement détruit par les forces armées de la Fédération de Russie. Voilà l'Abrams en question. Direction Pakrov, déjà dans la ville russe de Krasnoïarsk. Mais l'Ukraine, dans une folie totale dont on ne sait pas pourquoi, a pris le contrôle du pays dans ce qui semble être un élan. Absolument. Je dirais même fou, inattendu, je ne sais pas, prêt à en finir même avec ses propres hommes. En ce moment même, ils essaient toujours de faire croire que Pakrovsk est toujours sous le contrôle de l'Ukraine. Si l'on analyse la tentative de Zelensky d'entrer à Pakrovsk, c'est une folie d'un point de vue militaire, avec un petit groupe mécanisé. Eh bien, c'est en réalité un plan assez clair et certains disent même que compte tenu de la situation actuelle, il est plutôt ambitieux. Des opérateurs de drones russes ont détruit le premier char australien M1 Abrams près de Pakrovsk. Voici les images avec la carte incluse. Mais bien sûr, ce n'est pas tout. Nous avons également les images fournies par la Fédération de Russie ou ce qu'on appelle les images de contrôle. Le premier Abrams de son genre qui a été détruit par les forces armées de la Fédération de Russie, sur un front dont l'Ukraine aurait déjà dû se retirer depuis un bon moment. Voici les images et, en attendant, le commentaire. Il semble que les opérateurs de drones russes aient détruit le premier char australien M1 Abrams près de Pakrovsk. Ces véhicules viennent tout juste d'arriver dans le pays. Ils sont entrés en combat dès qu'ils sont descendus des camions et, ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Auparavant, la plupart des chars fabriqués aux États-Unis avaient été perdus par la 47e brigade Magura des forces armées ukrainiennes. C'est un épisode assez intéressant qui montre que Syrski commence lentement à manquer d'options en matière de renseignement. Pression, chars armés et la zone de Pakrovsk, ils commencent à déployer de plus en plus d'unités mécanisées. Bien sûr, nous voyons déjà comment cela se termine réellement. Sur le champ de bataille, ils déploient de plus en plus de forces, y compris des assauts mécanisés, avec les réserves accumulées précédemment. C'est une grande inconnue de savoir si on l'informe sur la durée de survie de la technologie dans cette zone. Une autre source de la Fédération de Russie parle également de la situation à Pakrovsk. Depuis notre prévision jusqu'à la première attaque de Syrski avec un groupe mécanisé, il ne s'est en fait pas écoulé beaucoup de temps. Peut-on dire que c'était une tentative réussie? Plutôt non que oui. On peut dire qu'il y aura d'autres tentatives d'attaque, mais plutôt non que oui. Maintenant, Syrski doit faire tout son possible pour s'accrocher au maximum à Pakrovsk. Et à cet égard, il y a une source que je trouve particulièrement intéressante, qui écrit d'ailleurs ce qui suit. Il s'agit d'une situation dans laquelle on pourrait même attribuer à Syrski un plan vraiment ambitieux. Pourquoi dit-il cela ? Eh bien, en essence, il s'agit d'une stratégie critique. Il ne s'agissait pas tant d'une incursion ou d'une action ponctuelle,
mais plutôt d'une tentative d'ouvrir un corridor étroit, avec l'intention d'y introduire ensuite de l'infanterie et d'élargir la brèche. C'est une tactique que nous avons souvent vue sur le champ de bataille, utilisée par la Russie et surtout par les forces armées ukrainiennes. Ici, lors de l'opération militaire spéciale, à certains points clés, c'était en quelque sorte notre pain quotidien à un moment donné. En essence, il s'agit d'une stratégie classique, écrit la source. La machinerie ouvre un secteur, crée une sorte de fenêtre, puis l'infanterie doit entrer, s'y installer, après quoi le secteur s'élargit. Fondamentalement nouveau. Et ceci, je l'ajoute de ma part, rien que nous n'ayons vu, nous qui en effet travaillons dans la zone. Exactement la même chose que, en fait, l'Ukraine essaye de faire sur le front de Kupiansk, exactement la même chose que Drapati essaye de faire là-bas. Sauf que là-bas, l'échelle des forces et la densité des tentatives sont nettement moindres. La différence est ailleurs. Sous Pakrovsk, Syrski agit avec plus de prudence et utilise des ressources limitées. Cela indique que cette direction est importante pour lui, mais pas au point d'y engager les dernières réserves. Voir où et comment la défense russe réagit, quels secteurs peuvent être pénétrés. Et la tentative se heurte immédiatement à un échec tactique, c'est pourquoi il ne faut pas surestimer ses actions. Ce n'est pas une offensive au sens classique du terme, mais une tentative de tester la viabilité d'une ancienne stratégie dans de nouvelles conditions, avec la saturation des drones et un contrôle strict des accès. Jusqu'à présent, la pratique montre que ces incursions mécanisées se terminent avant que le corridor tant attendu n'apparaisse. En fin de compte, ici je vois plus qu'une stratégie, parce que je pense qu'en effet Syrski n'est pas stupide et essaye de voir, car il agit effectivement avec des ressources limitées. Et ici je pense que nous devons être, comme on dit, au pied du canon avec la vérité et dire les choses telles qu'elles sont. Oui, il est en train de tâter le terrain, mais je pense que l'opération visant à ouvrir un corridor à Pakrovsk relève d'une folie militaire et par conséquent, il s'agit plutôt d'une opération de caractère purement politique. Ce sont des ordres de Zelensky, j'en suis sûr. C'est ce que disent mes sources. Et c'est ce que je vous ai dit à d'innombrables reprises à travers mon groupe privé, qui est l'endroit où vous recevez ces informations de première main, toutes fraîches. Eh bien, en fait, pratiquement personne ne le sait, sauf nous qui sommes ici, directement sur le terrain. Et même ainsi, pas tout le monde. Quoi qu'il en soit, à mon avis, c'est vraiment de la folie d'essayer aujourd'hui d'ouvrir Pakrovsk, mais je comprends que le régime de Kiev ne laisse tout simplement pas d'autres options. Et pour couronner le tout, l'Ukraine s'est ouverte une blessure qui va maintenant commencer à saigner. Et de quelle manière? Parce que le front est en train de se dédoubler et il devient, au lieu d'être un seul, il se dédouble complètement. Situation. Avancée des forces armées russes dans la région de Soumy, ce que l'on sait jusqu'à présent. Le correspondant de guerre Alexandre Koch a rapporté que ce week-end, les troupes russes ont attaqué un nouveau secteur du front dans la région de Soumy. Depuis le district de Krasnoïeroutsky à Belgorod, je ne sais pas toujours passer de l'espagnol au russe Krasnoïeroutsky à Belgorod, le ministère de la Défense a confirmé l'activité dans ce secteur, affirmant que les forces armées. Le ministère de la Défense a indiqué que les forces armées russes dans la région de Soumy se sont Le ministère de la Défense a indiqué que les forces armées russes dans la région de Soumy se sont déployées le long de toute la frontière russe. Le troisième objectif est-il de forcer le commandement des forces armées ukrainiennes à déplacer des réserves vers le secteur de Soumy? Bien au contraire, pas du tout. Le ministère de la Défense a indiqué que les forces armées russes dans la région de Soumy se sont déployées, ce qui pourrait causer des problèmes à l'Ukraine dans des secteurs stratégiques du front.
Le ministère a indiqué que Soumis s'est déployé. Le ministère de la Défense a indiqué que les forces armées russes dans la région de Soumy, le ministère de la Défense a indiqué. Soumis se sont déployés, a indiqué le ministère de la Défense. Les forces armées russes dans la région de Soumy se sont déployées.